Alors, je vais accélérer parce que ça, je vous en ai déjà parlé. La génération 4, je vous en ai parlé rapidement aussi, donc j'accélère. Alors, la question pour finir ce truc-là, c'est si on veut que le nucléaire il tienne là, dans le haut du graphique, c'est-à-dire qu'il soit un contributeur très significatif à la décarbonation d'une société qui ne renoncerait pas à son confort, d'accord? C'est ça la question à laquelle on arrive. Eh bien, il faut qu'il soit capable de me faire du plus 5 à 10% par an. Et là, évidemment, on tombe sur un certain nombre de questions. Par exemple, alors non, ça, on s'en fout parce que j'ai déjà parlé, c'est plutôt ça, voilà. La question, c'est est-ce qu'on a la possibilité de faire en quelques dizaines d'années un parc de quelques, de quelques milliers de réacteurs, sachant qu'on en a aujourd'hui 450 dans le monde. Voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'on a l'argent? Parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut de l'argent. Alors l'argent, il y en a plein. La question, c'est est-ce qu'on a l'argent qui accepte d'aller s'investir là-dedans? C'est plutôt ça la question. Donc est-ce qu'on a soit des États qui disent c'est comme ça et on ne discute pas, ce qui est le cas de la Chine, soit un monde privé qui dit j'en ai vachement envie parce que tout bien pesé, c'est beaucoup moins risqué que le reste, et à ce moment qui le fait. Pour le moment, vous ne l'avez pas, c'est plutôt l'inverse. L'Europe, par exemple, considère que le nucléaire, c'est pas vert. Donc en ce moment, il y a une réglementation qui est en train de se mettre en place à la Commission européenne sur ce qu'on appelle les investissements verts dans la finance, et le nucléaire est explicitement exclu comme étant un truc pas vert. Ce qui, de mon point de vue, est une erreur, mais je ne suis qu'un électeur parmi 400 millions d'Européens. Autre question, est-ce qu'il y aura les compétences? Parce que dans beaucoup de sujets, si on veut changer le système de bout en bout, il faut qu'il y ait les gens qui soient capables de faire. Ensuite, est-ce qu'on saura s'y prendre suffisamment à l'avance? Parce qu'une centrale nucléaire, ça se construit quand même un peu moins vite qu'une hutte en paille. Donc, une fois qu'on a décidé de le faire, c'est pas la semaine d'après que vos centrales sortent de terre. Voilà. Est-ce qu'on sait où les mettre? Alors ça, en l'occurrence, oui, parce qu'on peut les mettre à la place des centrales à charbon. Voilà. Donc, la fin quantitative de cet exposé, c'est que, pardon, et je vais finir avec un élément que je vous ai pas projeté là, mais qui vient du dernier rapport 1.5 du GIEC. Dans le rapport 1.5 du GIEC, tous les scénarios d'émissions qui permettent de rester sous la barre des 1,5 degré sont des scénarios qui voient un nucléaire multiplié par 2 à 6 d'ici à 2100, je crois, de mémoire. Voilà. Donc c'est tous des scénarios dans lesquels le nucléaire se développe. Évidemment, il n'y a pas que ça qui se développe. Il y a aussi les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Voilà. Donc pour finir cet exposé, quand on regarde, pour vous donner une conclusion un peu personnelle, quand on regarde les avantages et les inconvénients, donc les avantages du nucléaire et ses risques, un monde qui renonce au nucléaire est paradoxalement un monde qui accepte de courir plus de risques qu'un monde qui souhaite en faire plus. D'accord? En termes d'arbitrage des risques. Parce que si vous en faites moins, ou bien vous augmentez l'envie de recourir à des modes fossiles qui sont potentiellement porteurs de risques, qu'on a vu au moment du cours sur le changement climatique, qui sont à des échelles qui n'ont strictement rien à voir, ou bien vous prenez le pari qu'on va y arriver juste avec des renouvelables modernes, dont on parlera au prochain cours, et vous verrez que c'est un pari dont je ne suis pas complètement sûr qu'il peut réussir comme ça, compte tenu des éléments qu'on va voir. Ou bien vous prenez le pari, que la société va être capable de résister à une contraction rapide de son approvisionnement énergétique, puisque vous ne faites ni fossile ni nucléaire et que les renouvelables ne sont pas suffisantes, tout en restant stable, compte tenu de ce qu'on a vu au premier cours sur le lien entre l'activité productive et l'énergie. Donc vous avez un arbitrage entre ces trois risques. Il n'y a pas de repas gratuit dans cette histoire. Il y a un arbitrage entre ces trois risques. Et ma conclusion personnelle, que je ne vous force pas à partager, c'est que dans cet arbitrage entre ces trois risques, c'est peut être très paradoxal de dire ça en France, mais plus on fait de nucléaire et moins on court de risque. Voilà, en gros. Ça n'exclut pas du tout le fait qu'il faut faire énormément d'économies d'énergie et qu'il y aura plein de renouvelables intéressantes dans un certain nombre de cas de figure. Mais globalement, c'est ça ma conclusion. Voilà, bon, je suis vraiment, encore une fois, vraiment désolé d'avoir zappé l'heure correcte de début. On a réussi à faire tenir l'essentiel dans le temps qui restait. Voilà. Oui. Une question en France, en termes de politique, sur ce qui se passe sur le terrain.
d'investissement dans un C'est-à-dire est-ce qu'il y a des nouvelles centrales qui sont construites ou est-ce que c'est vraiment qu'un ancien parc et ils envisagent de fermer? Ah, alors aujourd'hui, la politique française est une politique, j'espère que je ne vais choquer aucun ancien élève de Ginette dans cette salle, mais c'est une politique monstrueusement jésuite. C'est-à-dire que c'est une politique qui consiste à dire j'en fais tout en ayant honte d'en faire, tout en trouvant quand même c'est pas mal d'en faire, et que je vais dire que je vais en faire un peu plus d'un côté tout en disant que je vais en faire un peu moins de l'autre. Non mais c'est exactement ça en France. Donc c'est le genre de truc que vous sort votre gamin quand vous l'avez pris la main dans le pot de confiture et qu'il essaye de vous expliquer que non, 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 il n'y avait pas du tout. C'est exactement ça la position du pouvoir français en ce moment. Alors du côté plus, on a demandé à EDF de commencer à regarder où elle allait construire des nouvelles centrales. Donc on a mis en route la construction d'une centrale à Flamanville, qu'on a mise en route avant les 2 EPR qu'on a commencé à construire à Taishan, en Chine, qu'on terminera après. C'est assez rigolo parce que plus la centrale a été commencée tôt, plus elle sera terminée tard. Donc, alors c'est pas tout à fait vrai, pas tout à fait faux parce que, pas tout à fait vrai, pardon, parce que Olkiluoto en Finlande sera probablement lancé avant Flamanville quand même, mais bon, peu importe. Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Je vais vous donner un exemple. Alors, il est caricatural, mais c'est pour que vous compreniez bien. En France, vous avez un couvercle de cuve que vous laissez tomber par terre. La SN vous dit, vous le refaites. En Chine, vous laissez tomber le couvercle de cuve par terre. Je tiens ça d'un dirigeant de Framatome. Les Chinois le passent aux rayons X, testent à l'hélium, au machin, au truc. Ils disent, ça va bien, moi je l'installe. Bon. Donc, voilà. Donc, c'est pas du tout... non, mais... Les deux se défendent. Les Chinois ont un truc beaucoup plus pragmatique. Je suis pas sûr qu'ils courent beaucoup plus de risques. Voilà. Donc là, on a dit à EDF, faites des nouvelles centrales. Mais dans le même temps, on lui dit, faites descendre, enfin, on va descendre la part du nucléaire à 50%. On dit également, cette descente à 50% est destinée à avoir moins de réacteurs, sauf que, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le montrer la prochaine fois, mais il y a une page sur mon site perso qui disserte là-dessus, qui s'appelle 50% ou 50%, pour ceux qui ont envie d'aller voir, où j'explique que l'observation du cas allemand et du cas espagnol fait que moi, si j'ai mon propre argent à parier, et je suis prêt à le faire, 50% de nucléaire, ça ne veut pas dire qu'on ferme un réacteur sur 3. Ça veut dire qu'on va baisser de 30% le facteur de charge de l'ensemble du parc nucléaire, parce que une nuit d'hiver sans vent, vous accepterez pas que les trains n'avancent pas, que le laminoir fonctionne pas, que enfin à 19h un soir d'hiver, que l'ascenseur n'arrive pas, que vous soyez dans le noir et que votre cuisinière marche pas, vous accepterez pas ça. Et donc on va garder les centrales nucléaires en sécurité et on les fait fonctionner quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. Voilà. Et c'est exactement ce qu'ont fait les Allemands. Les Allemands ont la même puissance électrique pilotable aujourd'hui qu'ils l'avaient il y a 17 ans, la même. Bon. 100 gigawatts. Bon. Sauf que le facteur de charge a baissé de 25%, un peu plus même, 30%. Alors qu'est-ce qui se passe si vous faites baisser le facteur de charge d'un système à coût fixe? Vous faites baisser ses recettes alors que les coûts sont les mêmes, donc en fait vous allez augmenter le risque nucléaire. Donc le programme français est un truc qui est destiné à augmenter le risque nucléaire. Voilà, c'est ça ma conclusion. Tout en vous disant que c'est l'inverse. Bon. On dit en France c'est cacaberc, mais quand même si on pouvait avoir des succès à l'exportation, ça serait quand même vachement bien. Donc chez nous, on va fermer Fessenheim, mais quand même, si on pouvait en fourguer aux Coréens, non pas aux Coréens, à Abu Dhabi, ça serait quand même bien. Et puis, quand même, le fait que les Finlandais, ils prennent le 2e réacteur chez Rosatom, alors que nous, on en a des vachement bien à leur fournir, quand même, c'est des gens pas sympas. Bon, d'accord, eat your own food, quoi, à un moment. Voilà, donc l'attitude française aujourd'hui sur le nucléaire est le truc le plus ambivalent qui soit, et le plus, je sais pas comment mou, d'ectoplasme, un jour à gauche, un jour à droite, un jour à gauche, un jour à droite. Et c'est le reflet notamment d'une opinion qui elle-même est un peu hésitante, ne comprend pas bien, etc. Enfin, voilà. Les Anglais ont une attitude beaucoup plus cash sur le nucléaire. Ils disent, nous, on en veut. Si les Français, vous n'êtes pas capables d'en faire, ben, on en va aux Chinois. Les Russes en font plein. Et du reste, le carnet de commandes de Rosatom, il y a 30 réacteurs dedans. Enfin, on ne sait même pas comment ils vont faire pour les construire, tellement ils en ont. Puis ils continuent à en engranger, encore plein. Les Chinois, ils doivent avoir 20 réacteurs en construction. Voilà, donc j'avais fait une intervention pour l'INSTN il y a quelques années dans laquelle j'avais dit en conclusion, je suis absolument certain qu'il y aura du nucléaire dans 30 ans si d'ici là on n'a pas une météorite qui nous est tombée dessus ou la guerre thermonucléaire ou un virus qui nous a éradiqués, je suis certain. La seule question est de savoir s'il sera chinois en Chine, chinois en France ou français en France. Et sinon je suis sûr qu'il y en aura.
S'il y a toujours quoi que ce soit qui ressemble à une humanité à peu près industrielle. Je suis absolument certain. Voilà, donc et du coup, on prend du retard, parce que quand vous avez un actionnaire qui n'arrête pas de dire à sa filiale, ce que tu fais, c'est pas terrible, mais fais-le quand même, mais quand même, c'est pas terrible, et puis je veux dire publiquement que c'est pas terrible, mais quand même, fais-le quand même, bah, voilà. À un moment, alors le vent commence à se retourner un tout petit peu dans l'opinion. Je rencontre de plus en plus de gens qui étaient classiquement prédestinés à être antinucléaires, c'est-à-dire, si vous me pardonnez cette façon caricaturale d'étiqueter les gens, plutôt du bobo de gauche bien pensant, qui se mettent à me dire « mais c'est complètement stupide de fermer des réacteurs nucléaires ». Voilà. Donc des gens inattendus, j'ai envie de dire, voilà, c'est intéressant de constater qu'on commence à en voir quelques-uns et pas nécessairement des moindres. Oui. Vous avez beaucoup montré qu'il n'y avait pas de corrélation entre maladie, malformation, toutes les caricatures et la radiation. D'où est-ce qu'elle vient, cette idée commune? Tout le monde pense ça facile. Eh bien, je vous l'ai dit, je ne sais pas. La question est, pourquoi est-ce que le nucléaire fait partie de ces quelques sujets, il n'y en a pas tant que ça, mais de ces quelques sujets où la compréhension de la population sur les dangers est raisonnablement orthogonale à la réalité des dangers. Vous avez un certain nombre de dangers environnementaux sur lesquels les gens peuvent avoir une idée un peu exagérée ou au contraire pas assez prégnante quelque part, c'est-à-dire sous-estimer les risques, mais quand même comprendre que, entre guillemets, ça pue. Bon. Par exemple, sur la question du changement climatique, les gens n'ont pas nécessairement en tête la réalité des risques, mais ils comprennent bien que c'est un truc emmerdant. Sur les phytosanitaires, les gens n'ont pas en tête la réalité des risques, mais ils comprennent bien qu'un truc qui est bazardé dans la nature pour tuer des êtres vivants, en l'occurrence des insectes ou des herbes, il y a un moment où ça doit pas être terrible pour nous, d'accord? Donc il faut aller regarder d'un peu près, que c'est une question de dose, de machin, de trucs, etc., mais que quand même, on peut se poser la question. Toujours sur la pêche, par exemple, il y a des gens qui peuvent se dire, oui, effectivement, on voit les stocks de poissons baisser, il doit bien se passer quelque chose. Il y a quelques sujets environnementaux, pas tant, mais quelques-uns, le nucléaire en faisant partie, où il y a, en France, j'insiste sur le fait que c'est français, parce que c'est pas vrai dans tous les pays du monde, un écart assez significatif entre les faits documentés par la littérature scientifique, pas la technologie, la littérature scientifique au sens de j'observe le monde, hein, et l'opinion qu'on peut en avoir. Alors, quelques hypothèses, c'est des hypothèses, hein, donc il faut vraiment les prendre comme telles, de différence entre les deux. La première, c'est que dans la presse, l'antinucléarisme, si vous l'observez bien, est essentiellement le fait des médias de service public qui se considèrent comme tels. Par exemple, Le Monde se considère comme un média de service public. Quand vous êtes dans un média... Alors, l'hypothèse que je fais, j'ai dit bien c'est une hypothèse, c'est que quand vous êtes dans un média, vous voulez montrer que vous êtes indépendant, le journaliste veut montrer qu'il est indépendant, qu'il est à la botte de personne, et si c'est l'État qui vous paye, la meilleure manière de montrer que vous n'êtes pas à la botte de l'État, c'est de dire du mal de ce que fait l'État. Donc si vous êtes journaliste de service public, et ça par contre c'est aussi un truc que vous allez pouvoir remarquer, vous allez dire préférentiellement du mal de la police, de la façon dont on organise le système d'enseignement, de la façon dont fonctionne l'hôpital, de la SNCF, etc. Et à ce moment, je pense que le nucléaire passe tout simplement dans ce grand ensemble. Comme c'est un truc que fait l'État, crac, ça passe dans tous les trucs que l'État fait de travers. Bon. Et vous pouvez remarquer que quand vous avez une émission, je sais pas quoi, complément d'enquête, investigation spéciale, etc., sur France 2 ou sur France 3, ça n'est que de l'instruction à charge. Donc on ne va pas vous amener un médecin. Je vous ai vu montrer que c'était les médecins qui détenaient les clés de lecture sur est-ce que c'est dangereux ou pas pour la santé, vous en verrez jamais un. C'est les ingénieurs qui savent vous dire comment fonctionne un réacteur, vous en verrez jamais un. C'est les physiciens qui savent vous expliquer ce que c'est que le nucléaire, vous en verrez jamais un. Vous verrez les militants antinucléaires, toujours les mêmes. C'est un parti pris de la presse, ça. Mais je vous dis, j'ai une explication putative, mais ça reste une hypothèse. Après, il y a également un deuxième truc qui, à mon avis, pèse en France, c'est le tandem franco-allemand. La France considère depuis très longtemps que le socle fondateur de l'Europe, c'est le couple franco-allemand. Bon. Alors, il y a des tas de bonnes raisons de penser que c'est vrai, hein, mais voilà. Il se trouve que les Allemands, eux, le nucléaire est un sujet qui est historiquement beaucoup plus affectif qu'en France. Bon. Ils ont eu des fusées Pershing sur leur sol, qui est un traumatisme, etc. Ça rappelle la Seconde Guerre mondiale. Enfin bon, c'est plein de trucs qui sont assimilés, enfin qui sont associés à des pensées beaucoup plus affectives que pour nous Français. Et donc, dans le couple franco-allemand,
y a eu, en gros, ces Allemands qui font tout bien, ils ont une économie qui tient la route, une vraie industrie, etc. Par ailleurs, ils n'aiment pas le nucléaire. Bon. Et là, c'est pareil, c'est une hypothèse, hein, mais je me dis, ça a peut-être joué un rôle dans le fait que la France s'est progressivement écartée d'une industrie nucléaire dont, au début, elle a été extrêmement fière. Enfin, je veux dire, dans les années 70-80, la population incluse. Alors aujourd'hui, même la population, vous avez 50% de pros tièdes, 30% d'anti-tièdes et 15% de gens qui vous disent qu'ils ne savent pas, si vous regardez dans la manière dont les gens vous disent qu'ils en pensent. Donc c'est un... Voilà, j'ai pas fini mon étude de cas sociologique pour savoir pourquoi la situation se présente comme ça dans notre pays. Ça reste un truc, ça reste pas un mystère non résolu, mais ça reste une question partiellement non résolue. Oui. Après, il y avait une question au fond. Oui. Vous allez peut-être en parler dans un autre cours, mais est-ce que les recherches qui sont faites en ce moment sur la fusion nucléaire, ça aurait un avenir Allez, bah du coup, je pensais que j'avais pas le temps. Alors, la fusion, est-ce que ça marche? Alors, si ça marche, oui. Le problème, c'est que comme réacteur industriel, ça ne marchera pas avant que vous soyez mort. Alors, je vous la fais courte mais bonne. Aujourd'hui, on est en train de construire ITER. ITER, alors, la fusion, c'est quoi? C'est vous mettez la matière sous forme de plasma. Vous savez tous ce que c'est qu'un plasma? Bon. Donc, un plasma, c'est quelques millions de degrés. Et pour porter la matière à quelques millions de degrés, il faut la chauffer. Donc, vous avez un investissement initial en énergie pour porter la matière à quelques millions de degrés. ITER, par ailleurs, une fois que la matière est à quelques millions de degrés, c'est compliqué de mettre ça dans une boîte en plastique, d'accord? Ça ne tiendrait pas bien. Donc la seule manière que vous avez de confiner ça, c'est dans un champ magnétique. Et ça tombe bien, c'est une matière ionisée, donc dans un champ magnétique. Donc en fait, le principe de la fusion, c'est vous faites un champ magnétique pour confiner la matière en fusion sous forme de thor et déclencher le plasma sous forme de thor et déclencher dans ce plasma une réaction de fusion. Le ITER est quelque chose qui est destiné à vérifier, est un engin qui est destiné à valider expérimentalement la possibilité de retirer un peu plus d'énergie de fusion que l'énergie que vous avez utilisée pour mettre le plasma en chauffe. Donc avec ITER, on sera content si on fait de la fusion sur quelques minutes. Actuellement, dans les tokamaks, vous êtes plutôt à quelques secondes. Donc c'est un gros tokamak. Donc il faut encore 10 ans pour construire ITER. Premier plasma 2025 est annoncé. Vous faites fonctionner 10 ans, 2035. Après, vous vous grattez la tête pendant 5 ans pour savoir ce que vous allez faire derrière, 2040. Puis, vous commencez à construire le truc qui est derrière, éventuellement un prototype de réacteur de fusion, c'est-à-dire un truc où la fusion ne dure pas 2 minutes, mais 5000 heures, parce que dans les réacteurs nucléaires actuels, la réaction dure 5000 heures. D'accord ? Voire, elle dure 3 ans, donc 24 000 heures, sans s'arrêter. D'accord ? Vous ne pouvez pas faire un réacteur industriel pour servir la population en électricité avec un truc qu'il faut redémarrer toutes les 10 minutes. Ça ne marche pas bien. Donc, il faut faire le truc d'après. Donc, je dis 2025, 2035, 2040, on décide de construire un démonstrateur de réacteur industriel de fusion. En 2055-60, il est prêt. En 2070, il a fonctionné 10 ans. Et en 2075, vous commencez à construire une tête de série qui sera donc terminée d'être construite en 2090 ou 2095, c'est-à-dire que vous serez mort. Depuis longtemps. Donc la fusion, avec les échéances que je vous ai montrées à la fois sur le changement climatique et sur la question de l'approvisionnement en combustibles fossiles dans les zones qui commencent à être un peu contraintes, notamment l'Europe, vous oubliez, ça ne fait pas partie des moyens du bord. Voilà. Et toujours pour rester dans le politiquement incorrect, je fais partie des gens extrêmement pro-nucléaires qui n'auraient jamais mis un centime dans ITER. C'est-à-dire, si ça n'avait dépendu que moi, on ne l'aurait jamais fait. On aurait mis cet argent dans un programme de 4e génération accéléré, dans la fission. Alors, ce truc-là va jamais déboucher. Pardon, il y avait une question au fond. Oui. Alors, comme disent les Américains, that's a good question. Quand ils veulent être polis avec leurs interlocuteurs. Très bonne question. Manière de se mettre les journalistes dans la poche en général. Alors, très bonne question. Alors, il faut savoir qu'une centrale nucléaire, c'est un assemblage de Lego. Donc, c'est pas un objet monobloc qui a une durée de vie en tant qu'objet monobloc. C'est un assemblage de Lego dans lequel chaque brique de Lego a sa propre durée de vie. Et en fait, le seul brique de Lego que vous ne pouvez pas changer dans une centrale nucléaire une fois que vous l'avez construite, c'est la cuve du réacteur.
Tout le reste, vous pouvez le changer. Et donc, un grand paradoxe, par exemple, c'est que Fessenheim est, entre guillemets, une des centrales les plus neuves du parc français, parce que comme elle a été construite il y a longtemps qu'on a changé tout ce qu'on pouvait changer à l'intérieur. On a changé les alternateurs, les générateurs de vapeur, les machins, les groupes électrogènes de secours, alors vous avez à peu près tout changé. Donc vous changez au cours... Et en fait, vous avez... Donc en fait, le constructeur vous dit, moi je fais mes plans pour que ça dure au moins tant de temps, mais c'est pas quelque chose qui a une... Comment dire, c'est la seule pièce pour laquelle ce truc-là tient vaut éventuellement quelque chose, ce raisonnement, c'est la cuve du réacteur. Du coup, comme tout le reste, vous pouvez le changer. La manière dont ça se passe, c'est que vous avez l'autorité de sûreté qui vient tous les 10 ans regarder le réacteur et vous dire il est bon pour le service tel qu'il se présente pour les 10 ans qui viennent. Quoi que vous fassiez dessus, je décide de l'arrêter. C'est-à-dire, ce truc ne tient plus la route. Et donc, en particulier la cuve, j'estime que ses fragilités font qu'elle ne peut pas garantir un fonctionnement sûr pour les années qui viennent. Ou bien, un truc intermédiaire, qui en France est le plus souvent le cas, je vous re-signe 10 ans à condition que vous me fassiez ça et ça. D'accord ? Vous me changez tel machin, vous me rajoutez tel truc, etc. Post-Fukushima, par exemple, l'ASN a demandé à EDF de mettre toutes ces centrales nucléaires en conformité avec des normes de sûreté plus élevées. Par exemple, mettre sous le bâtiment réacteur un radier pour récupérer le corium si jamais le cœur fond. Enfin voilà, un certain nombre de trucs. Et donc, dans le grand carénage que EDF a démarré, vous avez une partie des investissements qui sont une augmentation des normes de sûreté que l'ASN a demandé aux réacteurs français. Alors, les réacteurs français, on avait dit au début, on se les donne pour 40 ans. Aujourd'hui, EDF dit on va les prolonger à 50 ou 60 si on peut. Et le si on peut, c'est si l'ASN nous donne l'autorisation de le faire. Dit autrement, EDF considère que si l'ASN donne l'autorisation, ça ne fait pas courir de risque de les exploiter à 50 ou 60 ans. Aux États-Unis, je vous ai dit qu'il y avait une centaine de réacteurs en fonctionnement. La quasi-totalité des 100, sinon la totalité des 100 réacteurs en fonctionnement ont été autorisés pour 60 ans. La quasi-totalité. Cela étant, la philosophie de l'autorité de sûreté américaine est différente parce que eux, ils considèrent qu'à tout instant, le réacteur doit être conforme à ses spécifications de départ. Alors qu'en France, comme je le disais tout à l'heure, à tout instant, vous devez être conforme aux spécifications du moment, qui se durcissent avec le temps. Mais donc aux États-Unis, on dit si à tout instant c'est conforme à ce que ça devait faire au moment où vous avez construit le réacteur, va bien. Et donc ils ont tous demandé leur extension à 60 ans et il y aura un certain nombre qui commencent à réfléchir à l'extension à 80. Et de fait, tant que vous n'avez pas de défaut sur la cuve, ça ne pose pas de problème de principe. D'accord ? Et pour revenir au pont du Gard dont je parlais tout à l'heure, tant que le pont du Gard, les pierres ne se fissurent pas, il peut continuer à servir de pont. Et ça fait 2000 ans qu'il sert de pont, et si ça se trouve, il peut encore servir de pont 2000 ans. Alors qu'il y a longtemps que le pont construit par un constructeur que je ne nommerai pas, reliant un endroit que je ne nommerai pas à un autre endroit que je ne nommerai pas, ce sera cassé la gueule. Comme le pont de Gênes. Non mais voilà, donc c'est un... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, cette notion de durée de vie n'a pas tellement d'intérêt, parce qu'encore une fois, c'est pas monobloc, et que c'est un processus d'évaluation permanente de l'état de ce que vous avez en face de vous qui est la bonne réponse. Oui. Excusez-moi de revenir à la charte, mais ITER, c'est pas le seul groupe de fusion, il y en a qui utilisent d'autres méthodes, pas forcément des... Ils en sont au même stade, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'est capable de vous faire un plasma qui reste en fusion pendant 5000 heures. Non, mais il y a déjà ces plasmas qui n'attendront pas 2025, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ITER, par ailleurs, il était décidé que ça coûte 30 milliards d'euros. Je pense que là, on doit être rendu à 50 ou 60 ou 90 après le facteur pi. Donc, je suis pas complètement sûr que... admettons qu'on fasse un réacteur de fusion d'ici à ce que vous mouriez. OK. Ça change strictement rien à ce que je vous ai raconté. Qu'est-ce qui explique par ailleurs le fait que, justement, pour construire un réacteur de fusion, on va mettre au moins 100 ans, alors que les centrales nucléaires se sont développées sur 30 ans? Parce que c'est pas la même chose. Parce que c'est quand même beaucoup plus simple de faire fissionner un matériau en laissant le matériau à quelques centaines de degrés que de porter un plasma à quelques millions de degrés. C'est juste beaucoup plus simple. Pardon ? Alors l'avantage, c'est que tout ce que nous pouvons, nous le ferons. Il y a un philosophe qui a dit ça. Tout ce que nous pouvons, nous le ferons. Donc quand vous êtes parti dans une filière,
Donc à un moment, on a créé de la recherche, il y a des physiciens qui ont découvert les interactions fortes. Donc ils ont commencé à regarder ce qui se passait à l'intérieur du noyau. Ils ont compris que sur le papier, on pouvait fusionner des protons et que ou du reste qu'on pouvait fusionner des noyaux et que ça faisait des noyaux plus lourds. Ils ont constaté que c'était ça qui se passait dans le Soleil et ils se sont dit tiens, ça serait rigolo d'essayer de faire pareil. Et donc tout ce que nous pouvons, nous le ferons. Il n'y a pas d'avantage intrinsèque en termes de radioactivité. Pourquoi est-ce qu'on fait des taxis volants dans Paris? Pourquoi est-ce que la RATP rêve de faire des taxis volants dans Paris? Parce que tout ce que nous pouvons, nous le ferons. C'est juste, d'abord on fait parce qu'on trouve ça rigolo de faire des trucs nouveaux, et ensuite on se pose la question de savoir si c'était une bonne idée. Pour tout, enfin je veux dire, aujourd'hui en l'occurrence, non mais c'est exactement ça. Regardez l'histoire des techniques. C'est ça du début à la fin. Tout ce que nous pouvons, nous le ferons. Comme ça. Il y avait une... Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà parti sur des réacteurs rapides Ah, alors pourquoi est-ce qu'on fait les réacteurs qu'on fait aujourd'hui? C'est une bonne question. Il se trouve que par exemple, au début des années 50, les militaires américains avaient envisagé de faire... Parlez pas, ça va vous amuser cette anecdote. Les militaires américains avaient envisagé de faire un avion de combat avec un réacteur à sel fondu. Donc pas du tout la même technologie, parce que c'est des réacteurs qui sont extrêmement réactifs et donc vous êtes capable de piloter une puissance de manière comme une pédale d'accélérateur. Alors en fait, la raison pour laquelle on est parti sur la technologie qu'on utilise aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, là il faudra que je vérifie, mais d'après ce que j'ai compris, c'est parce que c'est dérivé des premiers réacteurs qui ont été mis au point pour des raisons militaires, qui étaient des réacteurs de propulsion de bâtiments, de guerre, marine. En fait, les réacteurs qu'on fait aujourd'hui à cœur solide à l'uranium sont d'abord, la filière uranium, on est parti dessus parce que c'est ce qui permet de faire des armes, l'uranium-235 et plutonium, alors que la filière thorium, non. Donc ça a été un des critères de choix entre uranium et thorium. Et ensuite, les réacteurs refroidis à eau à cœur solide, c'est une technologie avec laquelle vous pouvez faire des réacteurs assez compacts que vous pouvez embarquer sur des porte-avions ou des sous-marins. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a commencé par développer ces réacteurs-là qu'on savait faire. Puis une fois qu'on savait faire cela, confère ce que j'ai dit tout à l'heure, tout ce que nous savons, tout ce que nous pouvons, nous le ferons. Donc, on les a fait. Puis ensuite, on s'est dit, tiens, on peut en faire de l'électricité aussi. Et donc, c'est cette technologie-là qu'on a dérivée pour faire de l'électricité. À ce moment-là, on ne s'est pas dit, on va reprendre la copie à zéro. Et les réacteurs, pour faire de l'électricité, on va éventuellement utiliser une technologie totalement différente. On avait ça dans les cartons, et donc c'est ça qu'on a utilisé. En l'occurrence, des réacteurs des réacteurs rapides, on l'a fait. Oui. On l'a fait directement embrayé plutôt. Ah, parce qu'une fois que vous avez des industriels qui sont installés sur le marché avec une technologie dominante, on reste à ça. Tant qu'ils ne sont pas menacés, tant qu'on n'a pas inventé la photo numérique, c'est Kodak qui domine le marché. D'accord. Donc là, tant que vous avez des gens qui ont mis au point des technologies, qui avaient déjà un premier usage, et donc ils avaient déjà les brevets, ils avaient déjà les ingénieurs qui savaient faire, ils avaient déjà, etc. S'il suffit de faire la même chose en plus gros, vous avez un avantage concurrentiel terrible par rapport aux gens qui repartent de zéro dans leur labo. C'est évident, donc c'est la filière industrielle qui va aller de l'avant. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens, encore une fois, qui se grattent la tête. Hein. On est un peu en train de rebattre les cartes. Mais il n'empêche que la technologie dominante, et pour encore longtemps sur le marché, c'est la technologie cœur solide, uranium enrichi, refroidissement à l'eau. Faute de questions, c'est-à-dire de combattants, on lève la séance. Bon, et bien comme dans les bonnes assemblées de copropriété, le procès verbal vidéo est terminé, et donc à la semaine prochaine. Cette fois, c'est l'heure.